tout le monde. Bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Steven Bilodeau. Allô, Steven? Allô, Jason. Merci de Comment ça l'invitation. va? Ça va bien? Ça va bien. Un Super. peu fatigué Ouais. parce qu'on était au Festival d'été de Québec les 2 derniers jours. Fait qu'une grosse fin de semaine. Grosse fin de semaine. C'est quoi les shows que tu as vus? J'ai rien eu. En fait, on Non? était juste ici pour se saouler la face et perdre conscience, en fait, pretty much. Non, j'ai été invité au retour de Radio X, une entrevue avec ok. José Arsenault, avec qui je collabore depuis quelques semaines maintenant sur le podcast Libre et sans tabou, qui est live sur le web tous les jeudis midi. OK, fait que là, en plus de faire de l'humour, c'est rendu que tu as remplacé le Doc Mayou. Je sais pas si je remplace le Doc Mayou. Je pense pas que je vais être aussi controversé que T'insultes lui. pas les vieilles madames. Ah oui, j'insulte les vieilles madames, Ah oui? bien entendu, mais l'important, c'est de les flatter après. Non, Ok. mais non, pas du tout. J'espère amener dans cette émission-là Ouais. ma couleur à moi. Parce Ok. que c'est vrai que les chaussures du Doc Mayou sont dures à chausser, et je pense qu'ils sont pas chaussables. Parce qu'un psychanalyste, Non, puis il y a ce juste serait une jambe difficile. aussi. C'est vrai. Et ça, c'est comme toutes ces comparaisons boiteuses. Je vais dire comme ça, d'en faire un mauvais jeu de mots. Je sais pas, c'est déjà mauvais ce que je dis. Tu comprends-tu, Jason? Je sais pas pourquoi tu m'as invité, Ben, moi, mais je vais essayer d'être intéressant. C'est si mon je te objectif. trouvais pas intéressant, je t'aurais pas invité. Il y a des gens que je trouve intéressants pour me moquer d'eux, Oui. mais pas toi. Toi, Ok. c'est parce que je te trouve intéressant. De qui tu te moquerais, mettons, à part Bruno Marotte? Tu pas ça facile? non, Bruno, je me suis pas moqué de lui. Il était quand même très, très gentil. Mais je nommerai pas le nom de la personne. Pour que ceux j'ai qui invitée connaissent pour pas me Bruno, moquer. là, pour vrai, Bruno Marotte, les gens l'ont connu un peu sur Ouais. le Gang Show, mais c'est une personne extraordinaire. Mais le regard qu'il a fait au gang show, là, tu sais, son espèce de regard Oui. méchant, Ouais. c'est son regard anxieux. C'est vrai? Oui, c'est pas le regard méchant. C'est comme quand il comprend pas ce qui se passe ou quand il est stressé, il est plus comme ça. Ouais. Mais c'est vraiment un Ben, regard c'est un grand cœur. anxieux. C'est un grand Il est cœur. fin. Il est bizarre, mais il est fin. Il travaille avec des poulets. Oui. Ouais. Oui, mais les fermiers aussi. Puis c'est grâce à eux qu'on mange. C'est vrai? Je sais pas pourquoi tu as parlé de ça, mais Aucune idée. on va essayer de te suivre. Parce que tu fais de l'humour un peu... Moi, je suis dans l'absurde. T'es dans Je suis l'absurde. dans l'absurde, moins que Même la Bruno. première fois que je t'ai vu jouer, Oui. ta proposition, je me suis dit, oh, on est dans l'absurde, mais on est dans l'absurde ailleurs Ouais. de ce qu'on est habitué de voir. C'est quoi tes inspirations? Moi, j'avoue que j'aime Daniel Grenier. Oui. J'aime le trash aussi, mais je suis pas capable de me définir. Tu sais, il y en a qui vont me comparer à Ralph Bibeau, il y en a qui vont me comparer à Faf. Je suis comme, mais ça ne ressemble pas. Non. Mais mélange ça ensemble. Il fallait se reproduire avec 3-4 autres personnes, puis ça, c'est moi. On veut pas que Faf se reproduise avec personne, mais je comprends ton point. Mais de toute façon, ton personnage de scène, tu vas le trouver avec le temps. Tu sais, Exact. c'est pas instantané, ces choses-là, à moins que quelqu'un arrive avec une proposition que c'est lui ou elle et que ce soit clair dans sa tête. Mais souvent, les artistes Ouais. vont se promener de... Non. Il y en a même qui vont commencer par des personnages parce qu'ils veulent cette distance-là. J'ai fait mon premier personnage en fin de semaine. Ah oui? Je suis allé au Gang Show, Ouais. à Mirabel, aller-retour, pour faire... Sur le spot de dernière minute? Oui. Oui, c'est toi finalement qui est allé. Fait que c'est moi qui est allé faire ça. Ouais. Je suis allé faire un personnage de super paparman. Super Paparman. Fait que Explique-moi le c'est personnage. le héros des CHSLD qui défend les personnes âgées, mais c'est un héros maladroit qui, dans le fond, défend pas grand-chose. Je me suis fait gong, mais Ah oui? j'ai eu du fun. Sincèrement, là, ça a été une belle expérience parce que je suis arrivé là avec quelque chose de nouveau. Si j'étais arrivé avec mon stock un peu plus rodé, Mhm. puis je m'étais fait gong, je l'aurais peut-être eu un petit peu plus sur le Ouais, cœur. Là, je suis ouais. comme, hey, je suis allé faire de quoi d'autre? Je suis allé m'amuser. C'est facile à défendre un personnage C'est que ça. tu n'as jamais, Exact. jamais fait sur scène. Puis j'imagine que tu es infirmier dans la vie. Je ne sais pas Oui. si les gens, tu le dis aux gens, mais Oui, oui. j'imagine que ce personnage-là est inspiré de ton expérience comme Hey, infirmier. je sais que non, par exemple. Non? Je sais que non. Parce que quand tu es infirmier, il Oui. faut que tu fasses attention. Oui. Tu peux compter des choses, mais il faut que ça soit des choses qui arrivent à peu près à monsieur et madame tout le monde. Oui. Tu sais, si c'est trop pointu, quelqu'un peut se reconnaître. Ouais. Tu sais, si c'est un problème de santé, tu fais une joke de diabète, il y en a plein des diabétiques. Là. Il n'y en a pas un qui va se reconnaître. là. Ouais. Mais si tu fais une joke sur quelqu'un qui a tel handicap, dans telle situation précise, Ouais. Chris, c'est tough. Fait Faut que tu fasses faut attention. faire attention. Fait que Ouais. c'est plus dans les grandes lignes pour pas que personne se reconnaisse. Là. Mhm. Dans ta vie, es-tu plus quelqu'un de cartésien ou quelqu'un qui a une imagination, je veux dire, Fertile. moins fertile? Moi, les gens qui me connaissent, ils capotent. Parce que
ils s'attendent à Jason qui dit pas un mot, Mhm. qui dérange jamais. Puis là, ils me voient monter sur scène, puis première phrase qu'ils me voient, c'est « Savez-vous la différence entre un concombre et un cornichon? Une vaginite. » Puis là, la gueule le tombe, ils font comme « Jamais Jason dirait ça normalement, mais Ouais. tu sais, j'ai un rôle sérieux. » Fait que c'est sûr que à job, je fais pas des jokes de C'est même. un Là. anticaste. Tu Hein? sais, c'est ça. Cool. Ouais. C'est vraiment nice. Où est-ce que tu penses que ça va t'amener, l'humour? Mon Yann. Hey, l'entrevue a viré de bord, là. C'est rendu Ouais. moi l'invité, mais j'adore Non, ça. non, tu vas voir, on va se on va échanger. C'est un échange. Ah, ben, moi, c'est un passe-temps. Ouais. C'est un passe-temps, puis je pense que c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, si t'aimes ça, ben tu vas faire ce que t'aimes. Ouais. Même si c'est faire des open mic. Mais savais-tu que c'était pas possible, puis tu vas voir où est-ce qu'il y a la complexité, de faire de l'humour de façon récréative au Québec? Parce que il n'y a pas de syndicat dans le monde de l'humour. Il y en a un, l'UDA, bien entendu, mais ce que Ouais. je veux dire, c'est que on impose que les humoristes de la relève gagnent 10 $ de la minute sur une soirée régulière. Sinon, Mhm. tu appelles ça un open mic et Oui. puis la rémunération n'est pas pareille. Mais lorsque tu commences à devenir meilleur, et là, tu frappes les soirées headline, puis tu frappes les soirées rodage, tu te dois de prendre un salaire. Donc, même de façon récréative, tu vas devoir Ouais. être rémunéré parce que dans ma première, deuxième année, je me suis mis en marché en vendant mes services moins chers que les autres Oh, pour être capable d'avoir du stage time puis Ouais. d'améliorer mon matériel rapidement. Je voulais des opportunités de scène. Donc, je me suis dit, pourquoi pas utiliser la méthode Costco qui est de oui. goûte et après ça, si tu aimes ça, ben, je vais te vendre le reste. Mais j'ai réalisé que l'industrie était très solidaire à ce 10 $-là la minute. Puis c'est sûr que ça ne rentre pas dans tous les marchés ou dans tous les structures économiques tu sais, des petits producteurs. Donc, il a fallu rapidement que j'augmente mes prix, puis j'ai réalisé que de faire de l'humour de façon récréative à un certain niveau, ce n'est plus possible et tu te dois d'accepter les cachets qui sont versés. Et même que si tu réussis à te monnayer beaucoup, beaucoup plus cher, ben ça fait comme office de... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si tu étais meilleur. En fait, c'est que tu continues à progresser, puis c'est ça que l'industrie veut. Toi, tes premiers cachets, là, Ouais. as-tu été capable de les accepter? Moi, le premier 20$ qu'on m'a donné, là, tu sais, j'ai un salaire d'infirmier, là. Ouais. Fait que j'étais comme... Pas pauvre petit gars qui me donne le 20$ qui a organisé la soirée qui avait pas personne, là. Mais j'étais comme, mon Dieu, que je me sens mal. Ouais. J'étais comme, il a tout fait ça. Moi, j'ai fait 5 minutes. Il me donne 20$. J'étais comme, aïe, aïe. Je voulais pas d'argent. Ouais. Oui, c'est vrai, j'avais ma pension. J'étais déjà bien établi dans la vie. Mais c'était par souci que, ben, si, mettons, il est satisfait de mon travail, puis je charge pas cher, ben, on va me réinviter et je vais avoir plus d'opportunités de cette façon-là. Puis, tu sais, je pensais juste à moi, je pensais pas à l'impact que, exemple, d'être sous-payé, l'impact que ça avait au niveau de l'industrie. Où est-ce que la possibilité, avec le temps, puis encore là, c'est pas juste moi, avec le temps de faire baisser les salaires un peu. Tu sais, l'industrie cherche à garder les salaires hauts, mais ça nuit dans plusieurs types de soirées ou même en région lorsque les producteurs n'ont pas le budget pour payer pour pas payer le talent, admettons, qui est engagé ce soir-là. Donc, il y a quelque chose que je trouvais pas correct dans le sens que on est prêt à dire à des producteurs, produis pas de soirée d'humour si t'es pas capable de payer. Mais qu'est-ce que tu fais du développement de la relève? Qu'est-ce que tu fais de tous les nouveaux humoristes qui cherchent à se développer et que souvent, même dans les soirées open mic, tu as besoin de plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois, il y en a même, c'est une question d'années avant d'être booké sur un open mic. Donc, je me disais, ça ralentit le développement de la relève et ça fait comme... un peu comme les syndicats. Où est-ce que tu as un syndicat qui va te placer? Puis l'industrie, c'est une industrie qui a pris du temps à... Comment je pourrais dire ça? À avoir des salaires qui sont meilleurs. Et c'est important de ne pas les faire baisser, mais en même temps, il y a un enjeu de développement, puis il y a un enjeu de production de soirées d'humour. Puis ça, tout ça est favorable à l'industrie. Il y en a qui vont dire, si tu produis une soirée qui n'est pas à la hauteur de ce que les gens s'attendent, bien, ça peut faire en sorte que les gens vont se désengager de l'humour. Moi, je pense pas ça. Je pense que si tu produis une soirée d'humour, mettons, open mic, les gens s'attendent à avoir les gens s'attendent à avoir du monde d'open mic. Ils ne s'attendent pas à avoir
un Louis-José Hood qui va débarquer là. Donc, je pense que chaque place a son marché et qu'il faut quand même être raisonnable avec, justement, ceux qui sont prêts à investir. Peut-être pas un gros montant, peut-être pas suffisamment, mais peut-être donner la chance à des débutants, du monde qui n'ont pas d'opportunité d'être bookés régulièrement. Beaucoup de gens en région, comme tu es dans la ville de Québec. À Québec, c'est difficile d'avoir du booking. C'est difficile. Si on joue 2 fois par mois, c'est un bon mois à Québec. Oui. Si Mais on à un veut moment plus, donné, faut sortir. Oui, exactement. Et pour sortir, il faut que tu sois connu. Et oui. Et il faut que tu sois déjà bon parce que les gens ne te connaissent pas. Donc, il faut comme tu aies une réputation qui te précède. Ouais. Mais tout ça ne fait pas de sens. Tout ça ne fait pas de sens. Fait que je pense plus d'opportunités pour les nouveaux, pour les débutants, pour ceux qui développent du matériel, mieux que c'est. Bien entendu, on souhaite payer à 10$ la minute, même les open mic, Ouais, mais le c'est contexte pas toujours économique, c'est pas toujours possible. Tu sais, moi, j'ai déjà joué dans une salle où il y avait 8 personnes. On était 8 à jouer. Ouais. C'est impensable de lui demander de nous donner un salaire. Là. Ouais. C'est- Hey, puis il y a eu des nouvelles formules qui sont venues au monde aussi de cette imposition-là du 10$ la minute que tu sors du centre-ville de Montréal. Puis j'ai jamais compris, non, ce 2 poids, 2 mesures-là. Pourquoi on n'exigerait pas la même chose à Montréal qu'on exige en région? C'est parce que les humoristes sont tous à Montréal qu'on a un traitement différent. C'est pas normal, parce que quelqu'un en région devrait être capable de se développer dans les mêmes conditions que quelqu'un qui fait le choix d'aller vivre dans la région métropolitaine. Il y a quelque chose de bon là-dedans, mais il y a quelque chose qui ralentit aussi le développement de la relève, la production, les petites productions de région. Et pour que les débutants ou ceux qui font ça de façon récréative soient en mesure de se trouver des opportunités d'aller faire leur art. Parce qu'à la base, là, c'est comme quelqu'un qui chante. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art. Souvent, le monde me demande pourquoi tu fais ça, tu sais. Pourquoi tu fais de l'humour? Je suis comme, mais pourquoi il y a des gens qui jouent du piano? Pourquoi il y a des gens qui chantonnent dans leur douche? Mais tu savais que la phobie numéro 1 des gens, c'est de parler devant le public. Ouais. Donc, c'est sûr qu'ils vont questionner toujours ce choix-là en fonction de leur peur, leurs craintes et leurs appréhensions. Donc, c'est normal de te faire challenger pour ça. Mais tu as raison. C'est la même chose que quelqu'un qui fait de la peinture. Tu sais, quelqu'un qui fait de la peinture ou les karaokés. Oui. C'est une prestation d'amateur dans un... Et parce que l'industrie n'a pas encore imposé, mettons, un cachet minimum pour aller faire ben, c'est un spectacle. Oui. Il y a des places qui vendent des billets. Pour les karaokés? Oui, je pense que oui. Ah oui? Oui. Oh et my qui God. font de l'argent. Puis de toute façon, l'établissement fait de l'argent avec la vente de boissons, la vente de J'ai jamais vu de quelqu'un bouffe. d'argent dans un karaoké. Là, c'est rare. Là. Donc, l'industrie de la musique pourrait dire aussi, ben, les karaokés, parce que c'est un métier artistique, vous allez payer aussi les gens qui font du karaoké. C'est un peu ça, le 2 poids 2 mesures que je parle en humour. Où est-ce que on se doit de payer 10$ la minute? Ça se peut que ce ne soit pas le bon contexte. Ça se peut. Ouais. Toi, comment ça va en ce moment? Tu parles beaucoup Je suis en dépression. de Je suis en dépression. En dépression. Le médecin il a dit que c'était pas de ma faute. T'es-tu en dépression pour de vrai? Ouais, t'es en dépression. Non, mais le médecin a dit que c'était pas de ma faute. Jason, il a dit que c'était à cause d'une baisse de luminosité à l'extérieur. Il m'a donné un conseil, puis je le partage avec toi. Oui. Va t'acheter des lampes de luminothérapie. T'en as acheté 17, moi. Une Je les ai ramenées à la maison. Jamais mis dans ma face, mis sur mon plan de pote. Je fais pas mieux, je suis gelé en tabarnak. Ça, je veux dire. C'est une petite blagounette. Non, ça va bien. Ça va bien. Ouais. Souvent, la langue à terre, parce que, comme la plupart des gens savent, je suis atteint d'un syndrome post-traumatique avec lequel tu es familier. J'étais comme, j'espère que ça sera pas trop. Ça, c'est parce que tu as pris ce préjugé-là du gong show. Où est-ce que je racontais que l'éclairage, puis c'est un éclairage au bordel comme Club, qui est très... il y a beaucoup de chaleur dans cet éclairage-là. Puis que je disais que en Afghanistan, j'ai subi une embuscade où est-ce que j'étais dans un véhicule blindé et à chaque fois que je suis dans une pièce fermée où est-ce qu'il fait chaud, inconsciemment, mon cerveau se met en hypervigilance. Donc, c'est comme si mon cerveau, de façon inconsciente, détectait une menace. Il n'y en a pas, bien entendu, puis je suis capable de me rationaliser. J'ai fait de psychothérapie, mais ça reste que c'est un défi d'adaptation. Au niveau de l'élocution, la rapidité de comment je vais dire mes phrases. Donc, à chaque fois que je vis quelque chose comme ça, je sais que j'ai du travail à faire sur moi, en même temps que de faire mon travail sur scène. Okay. Ouais. Ah ben, c'est un gros défi. Là. Ça en est un gros défi parce que souvent, on va regarder des gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis on ne le verra pas comme un handicap.
Mais prends Angelo Chiraldi, tout le monde comprend que cet homme-là a un handicap. Oui. Mais et il y a ses difficultés à lui, il y a ses façons de coper avec ça, ses façons de... Puis par l'humour, il réussit à compenser. Très bien. À se moquer de sa maladie, de son handicap. Ouais. Fait que c'est ça que tu fais aussi. Il faut comprendre, c'est ça, que les personnes qui ont des blessures non visibles, comme un ESPT, mais on a des adaptations à faire à plusieurs niveaux. Au niveau cognitif aussi, c'est plus difficile pour moi si je suis déclenché, je suis en hypervigilance, Okay, de bien savoir dans ma tête où est-ce que je suis dans mon texte. Okay. Donc, si j'ai un mot-clé pour m'aider, ça va m'aider à revenir dans mon texte si je sors en improvisation. Okay. Tu as quand même développé des stratégies. Ben oui, j'ai dû développer des stratégies. Tu sais, l'événement de ton PTSD, là, ouais. J'oublie les lettres en français, tu m'excuseras. ESPT. As-tu réussi à faire un bit puis vraiment t'en moquer? Je suis pas rendu à ce niveau-là. Okay. Je suis rendu au niveau de rire de la condition, oui, mais pas du mécanisme causal tout de suite. Okay. Pourquoi? Parce que, je pense que je veux être plus connu pour qui je suis avant de commencer à aller en profondeur avec le mécanisme causal de la maladie. Puis en même temps, c'est pas juste un événement qui a créé ce débalancement-là. Il y en a comme un majeur, mais c'est... Tu sais, dans l'armée, dès les recrues, c'est beaucoup d'harcèlement. Okay. C'est beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? De te faire dire que tu es un pas bon, même si tu es un des meilleurs et même si tu donnes ton 100%. Donc, il y a une incompréhension face à... si je m'en allais dire avec ça. C'est quoi la question que tu m'as posée? Vois-tu? Par rapport à l'événement que tu as eu, si tu étais prêt à en rire, à en faire, mettons, un bit. Donc, non, je ne suis pas prêt tout de suite. Ouais. Je suis pas prêt, puis je ne suis pas sûr que les gens sont prêts aussi, si tôt dans ma carrière, de m'entendre parler de ça si je n'ai pas un recul suffisant pour en parler. Parce que tu vois ça beaucoup en humour. Puis là, je vais te parler comme un client d'humour, celui qui achète des tickets de spectacle. De l'humour de la relève comme de l'humour professionnel. À chaque fois que je vois un artiste sur scène de vivre une émotion désagréable en racontant ce qu'il veut raconter avec des blagues, puis même beaucoup de blagues, je vais le sentir et ça va me turn off. Donc, je ne voulais pas être cette personne-là qui fasse sentir que je ne suis pas à l'aise ou qu'émotionnellement, je suis envahi de façon négative avec ça. D'être envahi de façon positive, c'est correct. Ça sert très bien l'humour. Mais d'aller parler d'un sujet où est-ce que tu n'es pas détaché suffisamment. Tu peux être attaché, mais détaché suffisamment pour être capable que tout le monde trouve ça drôle, puis personne ne sente qu'il y a un malaise à l'intérieur de toi, bien, c'est ce que je souhaite avant de commencer à parler de ça. Donc, tranquillement, on apprivoise ça, puis de savoir aussi c'est quoi la direction, qu'est-ce que j'ai envie de dire face au mécanisme causal de cette blessure-là. Et est-ce que je m'en vais contre l'institution? Est-ce que je démonise l'institution en disant que c'est leur faute ou je rationalise ça en disant c'est normal, ça fait partie des risques, puis je connaissais les risques, puis aujourd'hui, je les accepte. Fait que je ne suis pas encore sûr de l'angle que je veux donner à ça, de la direction, puis je vais travailler aussi à faire en sorte que le public se sente impliqué dans ce numéro-là. Mais je ris de la maladie, je ris d'à peu près tout ce qui m'est arrivé à ce niveau-là, mais est-ce que je vais plus profondément dans l'embuscade? Non. Non. Même pour la première fois, je pense la semaine passée, j'étais à la salle André Mathieu en première partie d'Olivier Martineau Mathieu Cyr avant la fin du monde.ca. On est en fin de tournée justement. C'est plus qu'un an qu'on est dans cette tournée-là. Je fais la première partie. Bien, félicitations. Et merci. C'est un beau show. Oui, c'est un show que j'adore. J'adore et je payerais plusieurs fois pour le voir. À chaque fois que je le vois, puis je l'ai vu plusieurs fois, je me tanne pas. Je me tanne pas, puis je trouve ça drôle, puis je comprends pourquoi les fans vont le voir 1, 2, puis 3 fois. J'étais à la salle André Mathieu, puis pour la première fois, j'ai osé mentionner que ma blessure était causée par une embuscade. Et le silence qu'il y avait dans cette salle-là, je n'avais jamais entendu ça de ma vie sur scène, puis je dois avoir aujourd'hui plus que 750 spectacles. C'était à la fois épeurant, puis en même temps powerful. Je trouvais ça puissant d'avoir les gens, pas dans ma main, mais les gens à l'écoute
de ce que je m'en allais dire de plus. Mais, tu sais, Puis mettons- je suis Oui. convaincu qu'il aurait voulu que j'en parle davantage. Est-ce que tu penses que pour cet événement-là, Ouais. l'humour serait pas un bon médium? Tu sais, on pourrait utiliser un autre médium, je dis n'importe quoi, tu ferais une pièce de théâtre, tu raconterais. Ça, est-ce que ça se ferait pour toi? Je pense que ça va être plus au niveau de la conférence. Ouais. Je vais sortir avec une conférence très, très bientôt. J'ai déjà commencé à écrire sur ça. Le Théâtre des Lanternes font une pièce de théâtre qui s'appelle Monarque. Okay. Et cette pièce de théâtre-là parle un peu de ça. Raconte, en fait, la narration, pas la narration, parce que la narration est faite par les acteurs, et ce sont tous des professionnels du théâtre qui interprètent des textes d'hommes et de femmes qui ont servi les Forces armées canadiennes. Okay. Et les mots qui sont dans la bouche des acteurs sont les mots de vétérans. Donc, quand tu vas écouter cette pièce de théâtre-là, tu réalises à quel point la pièce est réaliste et elle est juste face aux émotions, face aux défis, face aux contraintes que ce métier-là peut avoir donné. Puis ça, c'est tout déploiement confondu. Tu sais, on parle de Chypre, on parle de la Bosnie, moi, je suis de l'époque de l'Afghanistan. Mais si vous avez la chance, parce qu'il va y avoir une fin à cette tournée-là, allez voir cette pièce de théâtre-là. C'est dans quelle ville, tu dis? C'est dans plusieurs villes. Donc, allez, Théâtre des Lanternes, la pièce Monarque, allez voir le descriptif, vous allez voir. Ça a l'air vraiment intéressant. C'est très intéressant. J'ai été envahi émotionnellement quand je suis allé voir ça. J'étais fâché aussi de voir que les gens de théâtre n'avaient pas capté cette pièce de théâtre-là qui aurait pu être profitable pour les vétérans qui ne sortent pas de leur sous-sol. De voir ça, de voir qu'ils ne sont pas seuls et de voir que la voix des autres ressemble beaucoup à leur voix, à eux. Leurs pensées, leurs défis, parce que c'est leur communauté, en fait. Parce que toi, tu as trouvé l'humour pour d'une certaine façon t'en sortir du PTSD. Oui, on peut dire que c'est un exutoire. Il y en a d'autres qui réussissent pas après la guerre, après l'armée. Tu veux qu'on en parle de ça? Parce que j'ai quelques hypothèses. Oui. Les services, j'ai fait beaucoup de psychothérapie, puis pas juste de la psychothérapie, j'ai pris à peu près tous les services, puis j'ai dédoublé tous les services parce que je suis un gars compétitif, j'avais l'impression qu'il fallait que je me rétablisse le plus vite possible pour prouver aux autres que j'étais quelqu'un. Parce que la maladie, c'est une chose, mais je voulais pas que ce service-là tombe dans l'oubli, puis je voulais me servir de cette force-là pour justement rebondir comme un soldat l'aurait fait. Ça n'a pas marché. Bien entendu, tout le monde a son propre rythme, mais c'est ce que je souhaitais, aller mieux le plus vite possible. Donc, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de services. Et je pense qu'il y en a beaucoup de notre communauté qui ne sont pas prêts à aller vers les services. C'est la première chose. Puis sûrement, tu vois ça en système hospitalier. Oh, oui. Les gens veulent être mieux, mais ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices. Puis le sacrifice, c'est d'aller raconter ce que tu ne veux pas entendre. Puis les autres ne peuvent pas le raconter pour toi. Fait que quand j'ai commencé à faire la psychothérapie, j'ai fait beaucoup d'exposure therapy. Donc, je m'en allais parce que je n'étais pas prêt, moi non plus, à aller vers la psychothérapie puis d'aller être confronté avec des psychothérapeutes. Donc, j'écrivais mon histoire. J'écrivais comment je me sentais, les émotions que je vivais au travers de ce récit-là que je me racontais. Et de me réécouter aussi, de m'enregistrer, de me réécouter, de l'écrire, de le déchirer, de le brûler. Donc, toutes ces étapes-là m'ont amené à être davantage prêt à aller en clinique, parler à une psychothérapeute et commencer à ouvrir mon sac. Puis, on ne sait jamais ce qui va passer par là. Mais encore aujourd'hui, je dois envisager de retourner en psychothérapie parce que je me reconnecte sur mes émotions. Il y a des émotions désagréables qui continuent à passer. Donc, ça aussi, c'est un autre défi. Puis c'est un défi d'adaptation, d'être capable de continuer à faire ce métier-là, mais de continuer à me traiter aussi pour cette blessure-là. Donc, ça, de ne pas vouloir aller vers les services ou de ne pas être prêt à souffrir pour éventuellement que ça soit désensibilisé, peut-être beaucoup mieux, que ça soit beaucoup moins envahissant. Je pense que c'en est une, mais tout le monde, puis je le dis souvent, moi, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant pour plein de raisons, mais le fait que je n'ai pas d'enfant, ben j'ai moins de problèmes situationnels que quelqu'un qui aurait un problème de santé mentale, puis en plus, la responsabilité de 3, 4 enfants, une femme, parce que des fois, puis souvent, ce modèle-là était présent dans l'armée, les hommes n'étaient pas pourvoyeurs.
Donc, la femme restait à la maison, faisait des enfants. C'était souvent le modèle qu'on voyait dans l'armée. Donc, quelqu'un qui souffre d'un PTSD, qui a besoin de se faire traiter, mais il a toutes ces responsabilités-là, ça devient beaucoup, beaucoup plus complexe. Quand on te regarde, mettons qu'on y va avec le cliché. Ouais. T'es grand, t'es fort, t'es costaud. Ouais. T'es quelqu'un qu'on va dire viril. Ouais. Puis là, tu vas consulter un psychologue. Ouais. Il y a bien des hommes qui se disent c'est faible. Pas besoin de ça. Ouais. Sauf qu'on est à une époque où est-ce qu'on démocratise la santé mentale. Puis je pense que j'avais envie de faire partie de ça. Et ça pouvait aussi... ça pouvait bien marcher avec le fait que je voulais devenir une personnalité publique, que je voulais devenir un humoriste. Donc, je me suis dit, si je me rends d'une certaine façon vulnérable, j'accepte cette étiquette-là. Puis ça, c'est une autre chose qui bloque beaucoup de vétérans à aller vers les services. C'est l'étiquette qui vient avec. Donc, pour le restant de ta vie, si tu as un écart de conduite, qu'est-ce que les gens vont penser? Il est malade. Il y a un problème de santé mentale. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne se comporte pas correctement ou il ne se comporte pas comme moi, je voudrais qu'il se comporte. Puis c'est complètement faux. Tu sais, la maladie, tu n'es pas la maladie. La maladie fait partie de toi, mais ce n'est pas ça qui fait nécessairement que ton comportement va être pour quelqu'un un comportement problématique. Mais souvent, c'est ce qui va être utilisé pour te démoniser ou pour supporter leur théorie que ton comportement n'est pas correct. Donc, cette étiquette-là fait peur. J'essaie de penser à autre chose, mais souvent, quand on sort de l'armée, la première chose que tu veux, c'est la paix de l'armée. Tu sais, tu veux rien savoir de tout ce qui est militaire et tu fais une coupure. Et il y en a beaucoup qui vont s'établir dans le bois, justement, pour avoir ce sentiment de sécurité-là. Mais plus que tu t'isoles, plus c'est compliqué aussi de développer comme être humain, tu sais. Parce que des fois, tu es tout seul. La mentalité de l'armée, sortir de ça, tu sais, il y a un cadre qui est rigide. Ouais. Tu sais, ton lit, j'imagine, dans l'armée, il est fait, là. Il était bien fait. Si tu vas voir mon lit, là, est-ce que tu vas pogner un petit tic sur le coin? T'es pas un préposé aux bénéficiaires, mais je suis certain que les préposés aux bénéficiaires qui nous écoutent, eux aussi font leur lit au 45. À moins qu'avant, par exemple. Oui. Vraiment, ils n'ont plus le temps. C'est vrai qu'ils n'ont plus le temps. Ouais. Hein? Mais on les salue. Merci pour ce que vous faites. Fait que, tu sais, est-ce que c'est difficile de sortir de pas cette rigidité, mais de cette obligation d'être parfait, de tout faire de façon droite et rigide? Ouais. Quand tu portes un uniforme, tu es regardé par tout le monde. Mm-hmm. Tu peux pas faire un pet de travers, parce que la journée, tu vas faire un pet de travers. Ben, c'est pas toi comme être humain qui va être visé, mais c'est l'institution qui va prendre le hit pour toi. Donc, tu veux pas être une honte pour l'institution. Tu veux bien te comporter. Puis, tu sais, moi, j'ai été policier militaire aussi. Donc, une police doit se comporter encore plus droit qu'un militaire. Quand je suis arrivé dans cette carrière-là de personnalité publique, ben, j'étais habitué d'avoir des yeux sur moi. J'étais habitué que les gens me regardent aller, puis qu'ils regardent mon comportement, puis j'essaye que mon comportement soit exemplaire. Mais on en fait des pets de travers. Tout le monde en fait des pets de travers. Assurément. Mais il y a de quoi d'épeurant là-dedans avec cette nouvelle volonté de canceller des gens qui se comportent ou qui disent des choses qui ne sont pas comme les autres. Tu sais. C'est une phobie pour toi de te faire canceller? Je te dirais que oui. Ouais. Je pense que j'ai vraiment peur un jour de me faire canceller pour une blague. Là. Pour une blague, exemple. Je vais donner un exemple. J'ai déjà raconté au Daily Buffer, mais j'ai une photo que je suis sur l'émission de Julie Schneider, chaque seconde compte. Ils prennent une photo de moi, puis la photo est comme, j'ai les deux mains collées ensemble, puis c'est comme avec un peu les yeux comme ça. Puis je me penche par en avant, puis je pose cette photo-là, c'est marqué Konnichiwa. Ben, tu vois, il y a des gens qui ont décidé que cette photo-là était de l'appropriation culturelle, que c'était pas correct de faire ça. Puis pour moi, je voulais juste dire Konnichiwa. Puis Konnichiwa, j'ai rencontré un expert du Japon, m'a confirmé que c'était loin d'être une insulte, c'était juste une façon de saluer de façon formelle ou de façon plus j'ai appris l'allemand, familier. j'ai appris le suédois. Si je dis Guten Tag ou Hey à quelqu'un, je suis pas en train de me moquer de la culture. Pas du tout, exactement. C'est l'intention, puis c'est comme n'importe quoi dans la loi. Si tu fais quelque chose qui est criminel, tu dois avoir l'intention qui vient avec. Là. Tu dois avoir l'actus reus qui est ton action, puis le mens rea, c'est la base de la loi. Donc,
de voir qu'il y a des gens qui cherchaient à me faire mal en récupérant une chose comme ça, puis vouloir me canceller parce que jalousie, envie, peu importe, pourquoi qu'ils voudraient me voir disparaître de l'espace public, ça fait peur. Ça fait peur. Surtout pour des petites niaiseries comme ça. Tout le monde en a fait des écarts de conduite. Ah, tout le monde. Tout le monde. Tu sais, on regarderait la vie de tout le monde, puis on se dirait, il mérite d'être cancel, mais tu ferais comme, ça a été 5 minutes dans sa vie. Il s'est peut-être repenti. Ça dépend encore, c'est quoi, on s'entend, là. Un acte criminel. Un viol, sincèrement, je pense pas qu'on va pardonner ça. Non, pas du tout. Tout ce qui est criminel va être exact, jugé, puis il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire là-dessus. Là. Tu vas avoir un procès et tu vas être soit condamné, soit pas condamné, ou avec une peine ou pas de peine. On pense à une blague qui est déplacée, tu fais comme, la personne... prends la blague de... Si c'est une blague, je souhaite que ça ne le soit pas. Je vais dire la blague de Guillaume le Métis-Vierge. Mm-hmm. On a souhaité qu'il disparaisse de l'espace public. Pour ça, je ne suis pas certain. Oui, il y a des excuses. Oui, il y a peut-être un faux pas qui a été fait, mais à un moment donné, il faut que la société donne le bénéfice du doute aux gens par rapport à l'intention de leurs gestes ou leurs paroles, surtout quand c'est pas criminel. Tu sais, je trouve qu'en humour au Québec, on se regarde tous, on regarde tout ce que les autres font, puis c'est normal, ça fait partie du travail, parce que, un, tu ne veux pas copier, puis deux, des fois, tu peux être inspiré de quelqu'un qui mène à bien un projet, mais je pense qu'on se regarde dans nos vies personnelles, et ça n'a pas sa place. Effectivement. On est des collègues de travail. Qu'est-ce que ma vie vient faire dans la tienne? Comment je me comporte la fin de semaine? En quoi tu as le droit de regard sur ça? T'sais? Surtout si je ne l'ai pas publié. Totalement. Parce que si je l'ai publié de façon sur un média social, bien, ça devient du contenu public. Mais si je ne partage pas ce que je fais la fin de semaine, viens pas parler de ce que je fais la fin de semaine. Ça t'importe peu. De toute façon, si je ne suis pas un criminel, j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Il manque foncièrement de liberté dans ce métier-là, des fois, je trouve. Puis je ne suis pas capable de te l'expliquer. On a toujours peur de faire un faux pas ou une blague mal interprétée. C'est comme faire une joke sur ton couple. Ouais. Ça passe. Quand tu es rendu à la 5e... Encore là? Ça non. Dépend. Des fois, je fais des jokes sur ma blonde à côté d'autres personnes qui ne sont pas capables de comprendre le sarcasme. Je fais une joke sarcastique. Les gens vont prendre ça au premier niveau. Ah, il n'est pas correct avec sa blonde. Non, c'est la dynamique que j'ai avec ma blonde. Peut-être que la dynamique ne te plaît pas, mais c'est pas ta business à toi, là. Donc, c'est dans ce sens-là. Exact. Tu sais, moi, je fais un faux numéro, en fait, que je dis que je me sépare, puis que j'explique pourquoi je me sépare. Ouais. Puis au global, je dis que c'est une mauvaise personne, elle a fait des mauvaises choses. Ouais. À un moment donné, j'ai juste rajouté 2 gags et ça me passait plus. Non. J'étais comme, OK, j'ai franchi une ligne. Parce que socialement, il y a des choses qui, les gens ont été habitués à ce que ça ne se dit plus. Exact. Ouais. Puis là, même si... Il y a des choses collectivement, on est d'accord. Le N-word. Tout le monde est d'accord collectivement. Va dire ça exactement. Exactement. Tout le monde est d'accord collectivement. Mais il y a des choses que il n'y a pas de consentement tacite à travers la population en général. Y a-tu de quoi de pire que de brimer un artiste que de constamment dire « Hey, watch ce que tu dis ». Même en brainstorm, même quand tu écris chez vous, tu dis « Ah non, je peux pas écrire ça ». Fait que tu te rends même pas au bout de ta création parce que tu as déjà des limites et il y en a de plus en plus de limites en humour qui sont imposées par... J'ai vu un artiste, première rangée, qui écoutait, il était entouré de certaines personnes à un moment donné, mort de rire à toutes mes jokes. Je l'ai refaite, il était entouré de d'autres personnes qui me jugeaient. Ouais. Ils me jugeaient complètement. Mais c'était les mêmes blagues dans le même bar. Oui. Je peux te raconter une autre anecdote. Je pense que c'est Salle Albert-Rousseau, Québec. Oui. Première partie d'Olivier Mathieu, encore une fois. Et je raconte sur scène que je suis un vétéran des Forces armées canadiennes. Donc, c'est un peu de la façon dont je me présente. Et une personne applaudit. Une personne applaudit et la personne à côté d'elle, parce qu'elle applaudit, donne un coup de coude. En voulant dire, pourquoi tu applaudis à ça? Je comprends que les militaires et les vétérans à Québec n'ont pas nécessairement la faveur populaire, mais de dire de te restreindre de faire ce que tu as envie de faire parce que
sinon les autres vont juger à quel point on est brimé dans être. Mm. Tu sais, faire, c'est pas... Mais juste être. Mais aussi, des fois, par rapport aux militaires, les gens ne comprennent pas. Si on est bien ici, c'est parce qu'on en a gagné des guerres. C'est parce qu'on a gagné les bonnes guerres. En fait, c'est parce qu'on est impliqué dans un effort de guerre pour la démocratie exact. Et pour la paix en général. Tu sais, moi, c'est la raison pour laquelle je me suis enrôlé. C'est parce que je voulais faire du bien. C'est pas parce que je voulais faire du mal. Si les États-Unis et l'OTAN n'existaient pas, peut-être qu'au Canada, on serait bien à cause qu'on est loin. Peut-être. Je sais pas. Mais encore là... on peut penser à l'Europe. Peut-être qu'il y aurait des pays en ce moment que ce serait la guerre, là. Je parle peut-être au travers de mon chapeau, mais dans les eaux canadiennes, il y a probablement des sous-marins chinois, des sous-marins russes. Totalement. Donc, même si le Canada... Nos magnifiques îles au nord du Canada. Là, on n'a pratiquement pas de compétences. Au contraire, on est très compétents. Mais de ressources, c'est pas possible, sans alliance, de dire « Hey, nous autres, on va protéger nos frontières, puis la population ne sera jamais en péril. » C'est ça par l'histoire, mais c'est pas garanti que ça va être ça tout le temps. Et est-ce qu'on est à l'abri d'une troisième guerre mondiale s'il y en a déjà eu deux? Moi, je te dirais non. La diplomatie va de mieux en mieux, mais ça reste que je pense qu'on est obligé de contribuer. Puis là, la contribution monétaire, c'est 2 % du PIB par année. On ne réussit pas à dépenser tout ce montant d'argent-là parce que probablement, puis là, c'est une hypothèse, qu'il n'y a pas la faveur populaire, qu'il n'y a pas l'acceptabilité sociale pour être capable d'en faire autant de dépenses au niveau de la défense nationale. À chaque fois qu'il y a une dépense pour la défense nationale, tout le monde crie, puis disent pourquoi cet argent-là, ça ne va pas dans les programmes sociaux. Ils ont raison, mais ça en prend aussi pour la défense nationale. Donc, en ce moment, je pense que l'armée est très associée à la droite aussi. Donc, ça a toujours été associé à la droite. Mais certains, si on parle d'histoire, il y a certains dictateurs qui ont des grosses armées et étaient de gauche. Oui. Mais au Québec, au Canada, c'est associé à la droite. Donc, si tu es quelqu'un comme moi qui est plus de gauche, puis qui fait comme, ben oui, on a besoin de l'armée, parce que tu es réfléchi, puis tu fais, ben oui, on a besoin de se défendre, on a besoin d'alliance, justement, ben, tu es vu comme étant plus radical. Je suis comme, mais non, je suis juste pragmatique. Ouais. Puis pourtant, les militaires n'ont pas le droit de se commettre en politique, en service. Fait que c'est drôle, hein? On leur établit tout de suite une allégeance politique sans même avoir ouvert la bouche à tout le monde, mur à mur, comme si l'armée était faite de gens qui ont la même façon de penser ou les mêmes allégeances politiques. C'est con de penser ça. Non, c'est vraiment con. Fait que c'est un des défis que j'ai aussi, à chaque fois que je monte sur une scène, c'est de convaincre les gens que je suis une bonne personne, même si j'ai choisi à 20 ans de faire l'armée. Parce que, à la base, j'ai fait ce choix-là pour aider les gens. Parce que j'aime les gens, j'aime la justice. J'ai pas fait ce métier-là parce que je voulais être une mauvaise personne, puis un jour être identifié à la droite radicale. Tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes, jouer pour des militaires? J'adore. T'adores ça? J'adore. Moi c'était... des gens qui rient beaucoup ou c'est des gens... C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile parce que je crois qu'ils portent un bagage. Certains sont capables parce que l'humour a été utilisé souvent dans l'armée comme relief, un soulagement de ce qui est difficile physiquement, mentalement, des épreuves. Donc, je pense que la plupart des militaires et des vétérans ont ça dans eux, un peu le sens du punch, le sens de désamorcer une situation difficile, parce qu'ils l'ont vécu over and over. Mais quand vient le temps de s'asseoir et d'écouter du stand-up, c'est plus difficile parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup là-dedans qui sont très sérieux, puis surtout au travers de la maladie. Mais, tranquillement, ça tend à vouloir changer. Puis même que depuis maintenant 4 ans, j'ai un spectacle d'humour qui s'appelle le Show du souvenir, que je place à l'intérieur de la semaine de l'armistice. Okay. La première année que j'ai fait ça, la communauté l'a accueilli difficilement, en disant « Tu peux pas rire dans la semaine de commémoration de l'armistice. » J'ai dit non, au contraire, c'est une forme de commémoration. On est ensemble parce que le Show du souvenir, c'est des militaires blessés à qui je donne une formation d'écriture humoristique, présentation numéro, et ils viennent faire un spectacle sur scène devant monsieur et madame tout le monde. Donc, ça leur permet de vivre la scène, de vivre des émotions fortes, ce qui fait qu'ils vont se sentir vivants, puis de partager tout ça avec des collègues qui partagent les mêmes réalités.
Donc, tranquillement, je commence à faire changer la mentalité des gens que dans cette semaine-là, c'est pas juste des choses qui sont formelles, c'est pas juste des choses qui sont tristes, mais qui peut avoir dans cette forme de commémoration-là du plaisir à célébrer ceux qui ont servi puis qui continuent à servir d'une façon différente ou qui continuent à... qui font partie prenante de la société civile avec, oui, leurs blessures, leurs bagages, mais aussi tout ce qu'ils ont à offrir à la population. Fait que t'es vraiment quelqu'un qui a plein de projets. Oui. Là, en ce moment, c'est quoi qui est à venir pour toi? Bien, à tous les jeudis, je suis avec José Arsenault, Libre et sans tabou. Je poursuis la tournée avant la fin du monde. Est-ce qu'il faut être membre Patreon pour... Oui. Oui, sauf qu'il y a des extraits qui sont là chaque semaine, donc allez consulter les extraits, ça va vous donner le goût d'écouter les épisodes. Mais Libre et sans tabou est une communauté. Avec le Doc Mayou, ils se sont consolidés une communauté de gens qui s'intéressaient beaucoup à la santé, la santé mentale, la santé globale. Qui ont pu aller te chercher avec ton background de militaire. Bien, je pense que je fitais bien avec cette communauté-là. Et étant donné que je suis un gars de Québec aussi, j'ai l'impression que ce show-là est un petit peu aussi teinté de la ville de Québec. Tu sais, il y a un discours un peu moins... comment je pourrais dire ça? Ça donne la chance, Libre et sans tabou, ça le dit, là, ça donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Peu importe que tu sois de gauche, de droite, j'ai l'impression que tout le monde a une tribune avec ce podcast-là. Et José Arsenault, c'est une femme extraordinaire, avec un grand cœur, avec une grande bienveillance, et puis a réussi à faire en sorte que tout ce groupe-là, qui ne pense pas d'une façon, je vais dire, homogène, puisse évoluer puis continuer à se poser des questions, même si le doc aujourd'hui il est parti. Côté spectacle, là, tu fais encore les premières parties de Mathieu Cyr, Olivier Martineau, avant la fin du monde.ca. Il reste quelques dates. On finit, si je ne me trompe pas, à Gatineau, à la salle Odyssée. Sinon, au mois de janvier, je pense que ça finit janvier 2025. Je pense qu'on fait back-à-back, salle Albert-Rousseau, salle Odyssée à Gatineau. Et là, la tournée va prendre fin, malheureusement, même si c'est un spectacle extraordinaire, même si la production aurait pu atteindre facilement 50 000 billets parce qu'on n'est pas si loin que ça. Mais étant donné que Mathieu et Olivier se sont servis de ce spectacle-là à la base pour roder leur prochain spectacle solo, en partie, ben, ça va être le temps pour eux de retourner, de voler de leurs propres ailes. Puis moi, je continue à faire la première partie de Mathieu partout au Québec et plusieurs dates, mathieucyr.ca ou stevenbilodeau.com pour tous les dates de spectacle. Donc, on va se promener partout au Québec. On va aller vous rencontrer, on va aller vous amuser pour vous faire rire. C'est une belle opportunité pour moi. C'est une opportunité en or, en fait, de séduire un public qui n'est pas le tien. Oui. Et c'est un défi en même temps parce que le public d'Olivier ou le public de Mathieu, c'est pas le même public. Mais de voir que j'ai la possibilité d'aller séduire deux publics différents, puis après ça, d'aller séduire d'autres sortes de publics, bien, pour moi, c'est un défi. Puis c'est un défi que j'ai envie de relever. Oh, ben, félicitations Merci. Encore une fois pour ça. As-tu une dernière chose à plugger avant qu'on termine? Suivez mon Soundcheck podcast. C'est un podcast qui roule depuis... maintenant quelques années. La sortie des épisodes, c'est de façon aléatoire, mais j'ai fait plein de belles rencontres là-dedans, puis je vais continuer à faire plein de belles rencontres. Allez voir l'épisode du 13 juillet, justement, dans le cadre du Longueuil Comique, qui est un nouveau festival à Longueuil. J'ai reçu Mathieu Cyr, entre autres, et allez supporter, allez vous abonner, parce que c'est comme ça que vous pouvez donner la chance aux artistes d'espérer plus de booking, d'espérer plus de contrats, parce que ça fonctionne beaucoup avec la popularité aujourd'hui, le nombre d'abonnés. Est-ce que tu as le potentiel de vendre beaucoup de billets? Je ne suis pas sûr que c'est directement relié avec le nombre d'abonnés. Ben, si vous êtes au rendez-vous, ça va être plus facile de vous rejoindre pour de la promotion, des concours, puis des vidéos drôles. Un immense merci d'être merci, venu Jason. Aujourd'hui. Je suis super heureux de t'avoir reçu. Ouais. C'était très intéressant. J'ai peu parlé, mais... Ben, oublie pas que le début de l'entrevue, c'était à toi. Là. On a parlé ouais, juste de toi. Là. Merci encore. Merci, Jason. Bye.